avec les questions, ça va être bien, je pense. Oui, oui, mais non, mais c'est pas fini. Ça va commencer tout à l'heure, hein, je pense, parce que ça permettra de connaître les interrogations des gens dont on n'a pas forcément toujours idée, hein, non plus. Hein. Bon. Pour banaliser le mal. Voilà, ben, je voudrais banaliser le mal. Merci, c'est un beau titre, ça. Voilà, la banalisation du mal. Oui, parce que moi j'essaie de prendre les choses, ben, vous le savez peut-être, enfin, en tout cas ceux qui ne le savent pas, je l'annonce, enfin, moi j'interviens en tant que connaisseur, enfin connaisseur ou chercheur du savoir juridique, quoi. Hein. Et le savoir juridique, il participe de la propagande, il participe des idées, et je vais évoquer des mots qui sont employés couramment autant que les faits. Par exemple, les mots de déclaration de guerre, de traité de paix, de juridiction pénale internationale, de, de commandement de l'autorité légitime, d'amnistie, la loi d'amnistie, de crime de guerre, de reconnaissance d'un gouvernement rebelle, de terroriste. Et je terminerai, ou je terminerai pas, c'est pas très important, par le crime contre l'humanité. Et voilà. Donc moi j'essaie de tirer profit de cette rencontre et de la pression qu'occasionne sur ma cervelle votre présence pour essayer d'accoucher de choses qui vont peut-être me permettre de faire un premier bilan quoi, de ce que j'essaie de comprendre en allant là-bas en Syrie. Et puis aussi, j'ai beaucoup, enfin, sans me vanter, vous allez pouvoir voir, mais je crois que j'ai quand même un peu progressé en allant au Donbass parce que ça permet de mettre en perspective, vous savez. C'est comme quand on fait de l'histoire, à mon avis, il est bon de connaître deux époques, parce que sinon vous n'avez pas le relief. Bon, vous avez votre propre époque, et c'est bien de comparer. Et là, enfin, le Donbass, ça m'a beaucoup. Enfin, je vais vous donner les exemples. Voilà. Alors, pour commencer, et puis alors on avait là, oui, on a fait. Vous surveillez toujours le chronomètre parce que il faut pas qu'on, hein, on a la pression pour faire attention. Puis bon. Alors, oui, j'avais commencé. Alors, j'avais pensé à un début. C'est de dire que se passe-t-il. Parce que finalement, c'est René Perriot qui me disait, mais la question, c'est pas que faire. La question, c'est d'abord que se passe-t-il. Bien. Quand on se demande que se passe-t-il, c'est déjà aussi répondre à la question que faire. Parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut agir. Hein. Il faut aller sur place, il faut rencontrer des gens, il faut discuter, il faut chercher. Voilà. Mais si je pose la question, c'est que j'estime qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est déjà beaucoup. Parce que l'une des armes de la propagande, c'est de vous dire ne vous occupez de rien, ne rassurez-vous, tout va bien. Nous avons la maîtrise de la situation, il ne se passe rien. Alors, je parle de mon point de vue, du point de vue juridique. On vous dit, le droit international qui s'occupe des crimes, des guerres, des tribunaux, etc., a fait d'immenses progrès. On a eu Nuremberg, on a eu les conventions de Genève, ça a commencé avec saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, on est dans le progrès. Bon. Alors, déjà, moi, je me suis défait il y a longtemps de cette idée. Je pense qu'on n'est pas dans le progrès. Je pense qu'il se passe quelque chose de grave qui relève d'une rupture importante. Peut-être pour avoir une idée de la précédente rupture, à mon avis, de cet ordre, enfin à mon avis, c'est ce qui fait partie de la réflexion à avoir. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il se passe ça? La dernière grande rupture, ce serait peut-être la fin du Moyen-Âge. Quand on est sorti d'un ordre européen féodal et qu'on est passé à un ordre international interétatique. De même, autre grande rupture, la fin de l'Antiquité, on est rentré dans un ordre moyenâgeux. Bon, là, je pense qu'on est... Enfin, je me demande, je crois qu'on est dans une transition, on est dans une transition importante qui, j'insiste, et je vais vous montrer comment et pourquoi, c'est une transition qui se cache en faisant croire, je me répète, en faisant croire que tout va bien et qu'on est toujours dans le même ordre des choses. Euh, c'est un peu abstrait peut-être, je sais pas, mais bon, c'est tant pis.
Euh, oui, pourquoi, comment cet ordre se cache? Il se cache parce qu'il promeut les valeurs auxquelles nous croyons tous et auxquelles nous avons toujours cru. Et cet ordre ancien, qui se termine à mon avis en 1945 et dont il est clair qu'il est mort à la fin de la guerre froide, parce qu'avant c'était pas évident qu'il était mort, cet ancien ordre international, mais il est mort en 1945, il est déjà mort en 1918. Cet ordre ancien, qui est celui qui était là depuis le XVIe siècle, fruit d'efforts et de siècles et de siècles de réflexion et de lutte, cet ordre ancien est reposé sur des valeurs qui sont mises au premier rang par les promoteurs de ce nouvel ordre qu'on appelle parfois le nouvel ordre mondial. Et c'est pour ça que, mais de façon hypocrite et cynique, parce qu'ils mettent en avant des valeurs pour en réalité mieux les violer. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il y a une chose que j'aborderai pas, c'est est-on dans une phase, c'est peut-être une phase de transition provisoire vers une sorte de crise de croissance d'un bon ordre international, comme était l'ancien. Quand je dis l'ancien ordre, je parle l'ordre classique, l'ordre du droit international entre États. Cet ancien ordre a besoin de grandir parce qu'il y a la fameuse globalisation et que le monde n'est plus centré sur l'Europe, mais il y a un partage, il y a un monde multipolaire. Alors peut-être est-ce une crise de croissance, et on est dans une phase de crise, mais qui va déboucher sur le bien. D'autres, les promoteurs du nouvel ordre mondial et ceux qui agressent les Syriens et qui agressent les gens également en Ukraine, et qui nous agressent aussi, hein, parce que les Français sont victimes également de cette propagande et de ces crimes. Je ne parle même pas des petits attentats terroristes, hein, mais je parle surtout du matraquage, qui fait partie du terrorisme. Oui, alors, ce que nous dit ce nouvel ordre, c'est que c'est comme ça va être la paix universelle, et c'est ça l'ordre, il est là. Où il est là, où il va arriver, parce que c'est un ordre qui a tendance à dire qu'il va bientôt arriver. Encore un dernier effort et c'est bon. Et cette situation, soit de transition et de lutte, soit de promesse d'un avenir meilleur et de chaos instauré, elle peut durer une semaine, elle peut durer 15 jours. Beaucoup pensent qu'il n'y en a plus que pour quelques jours ou quelques heures. Enfin, je vois les eschatologues divers et variés pensent ça. Moi, je ne suis pas religieux, je suis juriste et je vois ce qui se passe. Bon. Je me dis que cette situation catastrophique et meurtrière, elle peut aussi bien durer des siècles. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que le combat est illusoire, ça veut dire simplement que le combat ne fait que commencer. Voilà. Mais qu'il faut quoi qu'il en soit, il faut se battre. Et se battre, comment? Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire en se demandant que se passe-t-il. Alors, il y a un phénomène, comme je vous disais, c'est-à-dire que c'est au nom des valeurs auxquelles nous croyons, sur lesquelles était fondé l'ancien ordre, qu'avance ce nouvel ordre mondial. Et c'est un mécanisme, et aussi il avance masqué. Ce qui lui permet, et ça je m'en suis rendu compte grâce à mes voyages en Syrie au Donbass, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que le sang des populations coule, les gens souffrent, les États se défendent, résistent physiquement sur le terrain, et la propagande, comme cette guerre, j'en ai parlé avec un spécialiste là-bas, il me disait elle est à 80% médiatique. Je me demande si elle n'est pas même à 100% médiatique. C'est une guerre purement idéologique. Et le système est tellement fort qu'il a réussi à faire que les victimes de ce système, c'est-à-dire vous, moi, les Syriens, les Ukrainiens, lorsqu'ils veulent se défendre avec des mots, avec des idées, ils s'enfoncent un peu plus. C'est-à-dire que même s'ils gagnent sur le terrain, ils perdent sur le terrain idéologique. Et ça, je peux vous le démontrer, avec des concepts précis. Le concept de reconnaissance, le concept de terrorisme, le concept de crime de guerre. C'est ça que que j'essaie de découvrir à l'instant là où je vous en parle. Donc j'ai mis en ordre j'ai fait un plan. J'en suis à combien là?
Ah bah ça va, 13 minutes. Je m'étais donné 15 minutes pour l'intro et 15 minutes pour chaque partie, donc on est bon. Voilà, bon, c'était une intro. Alors, il y a un premier type de règle, et je ne sais pas par lequel je commence. Je vais commencer par des cas... oui, je vais commencer par ça. Vous avez des cas où c'est clair. Les anciennes règles du droit international ont été abolies purement et simplement. On a dit voilà où est le progrès. On va faire mieux que l'ancien ordre international au nom de la paix et des valeurs d'humanité, etc. Mais l'ancien ordre international, il était imparfait. Nous, on apporte une amélioration. On abolit les anciennes règles. Alors, lesquelles? Eh ben, la première, c'est la déclaration de guerre. Et alors, qui sera pour la guerre? Personne, évidemment. Toutes les guerres sont horribles. Mais ce qui est vicieux, c'est que dans le cadre traditionnel, plutôt que de rêver d'une paix universelle et d'une paix généralisée, on avait dit, bon, il y a des guerres, faisons avec. Actuellement, il y a des guerres, faisons avec les guerres. Bon. Et plutôt que de les abolir ou de rêver qu'elles n'existent plus, commençons par les dompter, par les canaliser, par les ordonner, par les soumettre à des règles, à commencer par lesquelles les civils ne se mêlent pas de la guerre et on ne mêle pas les civils à la guerre. Vous voyez qu'on en est loin. Et la guerre est réservée à des entités qui se la déclarent, la guerre. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non. La cause de nos maux, la cause des guerres, bah c'est les États, parce qu'ils se déclarent la guerre. Donc on va leur interdire de se déclarer la guerre. Et la guerre déclarée est devenue un crime contre la paix. Le résultat, c'est que effectivement, vous n'avez plus de déclaration de guerre, mais ça n'interdit pas les embargos, ça n'interdit pas les blocus qui font crever les femmes, les enfants, les vieillards et puis tout le monde. Ça n'interdit pas les sanctions économiques, ça n'interdit pas les bombardements, au contraire même, ça les promeut, parce qu'on ne peut plus faire la guerre de façon claire, on est obligé de la faire de façon vraiment totale. Voilà la réalité de la mise hors la loi de la guerre. Et ça permet également, pour ceux qui s'aviseraient de jouer aux soldats à l'ancienne mode, ceux-là de les déclarer criminels et de déclencher contre eux un torrent de violence dont ils ne peuvent pas se relever. Et encore une fois, un torrent de violence dirigé avant tout contre les civils. Voilà, donc que faire? Ça, c'est l'autre question. On a dit, que se passe-t-il? Voilà ce qui se passe. Ça, c'est la déclaration de guerre. Et ce qui va avec la guerre, c'est quelque chose qui est un peu plus inquiétant, c'est que si vous abolissez la déclaration de guerre, ben vous allez abolir derrière le traité de paix. Et à Versailles, on a eu à la limite un traité. Non, on n'a pas eu de traité de paix à Versailles. En tout cas, en 1945, il n'y a toujours pas eu de paix avec l'Allemagne. Bon, on en est là. Il y a pas eu. Enfin, vous avez vu, au lieu de faire un traité de paix, de conclure une paix, on ne peut pas, dans la mesure où on déclenche des guerres contre des criminels, c'est-à-dire Saddam Hussein, Hitler, Kadhafi, Bachar el-Assad, mais la liste est longue, hein, ça peut continuer, Chavez, etc. Au lieu de faire des guerres contre des États, on se livre à des opérations de police. Et on n'a jamais vu la police passer un traité de paix avec des criminels, avec des trafiquants, avec ça. C'est pas de traité de paix. Donc, le résultat, c'est que cette promesse de paix mondiale perpétuelle, elle nous prive même d'une paix claire et nette. Et on est dans une zone grise qui est entre la guerre et la paix. Ça, c'est vraiment les catégories fondamentales du droit international. Enfin, elles le sont toutes, mais celles-là sont importantes. Je dois être, il va me rester 5 minutes sur mon quart d'heure pour la première partie. Il me reste en tout 30 minutes. Oui. Non, c'est important parce qu'il ne faut pas que je traîne. Et puis, c'est que vous reteniez juste les catégories. C'est pas évident. Hein. Il y a des juristes? Aucun. Très bien. Voilà, c'est encore mieux. Au moins vous. Ah, d'accord. 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 Bon, c'est pas plus mal. Non, parce que si vous aviez... Bon, écoutez, j'essaie de me mettre un peu à la... De toute façon, il n'y a pas le choix. Parce que les juristes professionnels, ils sont tous formatés. Et c'est eux, l'armée idéologique de l'Empire, on va dire, du nouvel ordre mondial, est constituée des juristes. Bon, bref. Et j'ai eu du mal à me sortir à déserter, on va dire. Ouais.
C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Bon, alors, il y a un deuxième grand chapitre, c'est le procès pénal. Je vais aller plus vite sur le procès pénal. Parce que c'était important le procès, parce que c'est ce qui permettait de limiter la guerre. C'est-à-dire que vous interdisez aux militaires de faire du mal aux civils, ça veut dire que vous avez une discipline stricte. C'est-à-dire le premier qui commet un impair, qui viole une femme, qui tue un enfant ou qui le fait tourner sur une brochette, à la brochette, il passe en cour martiale, il est pendu, fusillé, enfin bref. Et par ailleurs, il y avait une règle importante, c'est pour que ça ait de la cohérence, on ne juge pas l'ennemi. Si vous commencez à faire des procès à l'armée ennemie, bon, vous êtes de parti pris évidemment. Donc chaque armée fait la police au sein de son propre système. Et même si c'est un chef d'État qui est responsable, il est jugé par les siens. Bien. Bon, vous voyez bien qu'on en est loin, puisque ce qu'on vous vend au nom du progrès, c'est une juridiction mondiale, c'est une juridiction internationale. Et là, c'est frappant de voir les victimes en Syrie, en Donbass, ou même des gens en France, espérer dans la Cour pénale internationale. Et il m'a fallu du temps. Bon, aujourd'hui, je le comprends, je vous le dis. Aller poursuivre des responsables de quelque niveau qu'ils soient devant la Cour pénale internationale, c'est vraiment reconnaître la légitimité de l'ennemi, c'est embrasser le système idéologique de l'ennemi, c'est ne pas se battre. Ça veut dire c'est perdu d'avance. Voilà. Même si sur le terrain il y a le chaos, ce qui est de toute façon le but recherché, le vrai combat se fait au niveau des idées et du système international, et là il est perdu. Alors, on a interdit ce qu'on appelait les immunités, on a mis tiré un trait sur les privilèges de juridiction. Bon, je passe parce que c'est peut-être un peu plus même technique. Petite trouvaille, on a décidé que les militaires étaient appelés à réfléchir quand on leur donne des ordres. Est-ce que l'ordre respecte le droit international ou pas, avec une sorte de droit de désobéissance, ce qui est d'une perversité absolument abyssale, parce que ça veut dire que quand un militaire commet des horreurs, déjà la hiérarchie, à la limite même si elle a donné les ordres, il peut dire, bon écoutez moi, hein, il pouvait toujours réfléchir. Donc il a obéi, il est responsable. Et par ailleurs, c'est très pervers parce que ça permet également, comme on le voit par exemple pour la Syrie, à la propagande ennemie d'appeler les militaires à la rébellion et de les menacer de la cour martiale et des tribunaux ennemis internationaux s'ils obéissent aux ordres de leur hiérarchie. Donc ça entretient le chaos. Bien. Une chose qu'on a supprimée dans la justice, c'est l'amnistie. L'amnistie, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est l'oubli. Depuis les Grecs, c'est-à-dire depuis Homère, on sait que pour sortir d'une guerre fratricide, et de nos jours, puisque donc l'humanité est globalisée, on est tous frères. C'est ce qu'on nous dit, non? Bon, c'est les valeurs d'ailleurs. On est tous frères. Entre frères, si on veut la paix, on va être obligé à un bout d'un moment de pardonner. Parce que s'il n'y a pas le pardon, c'est la vendetta et ça dure. Je ne sais pas si vous connaissez les livres d'Ismaël Kadaré sur le Avril brisé, par exemple, sur la vendetta, qui dure mais des siècles. Bon, il y a le pardon. Mais aujourd'hui, le système international, il n'est pas fondé sur le pardon. Il est fondé sur le devoir de mémoire. Il est fondé sur la criminalisation de l'oubli. Non seulement vous ne pouvez pas pardonner, non, vous ne pouvez pas pardonner. C'est-à-dire le pardon est criminalisé. Et c'est ça qui est... Là, on est vraiment dans l'abolition des anciennes... Et ça, je l'ai compris au Donbass. Parce qu'il y a un juriste qui intervient et qui dit, voilà, les troupes nazies, parce qu'ils sont confrontés à des troupes nazies. Enfin, c'est des nazis du même tonneau que les soi-disant musulmans en Syrie. Hein. C'est même plus du néo, c'est une sorte de préfabriqué, c'est du McDonald's, si vous voulez. C'est du nazi McDonald's, de même qu'on a du musulman McDonald's. Bon, voilà. Et alors le nazi McDonald's, bon, il commet des horreurs, je veux dire. On lui a raconté d'ailleurs que les nazis étaient des monstres. Alors ils se comportent en monstres. Bon. Donc ils violent, bon, passons. Qu'est-ce qu'a dit ce confrère? Il a dit, mais et surtout, on n'oubliera jamais pour transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Donc moi, et c'est ça qui m'a fait aussi comprendre, vous voyez, petit à petit. J'ai dit, on ne peut pas fonder un État sur la mémoire. Voilà. Le pardon est plus fort que la mémoire. Voilà. Donc voilà où on en est. Hein. Donc il faut prendre conscience
de ce qu'il se passe. Et je pense que quoi faire, ça viendra assez facilement. Alors, ça, c'était le plus simple parce que les anciennes règles ont été abolies. Mais encore une fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. On croit, parce que c'est toujours les mêmes valeurs, hein, la paix, bon, l'amour, etc. Alors, il y a un système qui est beaucoup plus pervers. Ils ont gardé les anciennes règles, mais ils les interprètent de telle façon qu'elles jouent contre leur premier objectif. Alors là, j'ai un exemple. La reconnaissance, par exemple. Là, il y avait une faille dans l'ancien système interétatique du droit international, c'est que, bon, c'était génial parce que ça limitait la guerre. Il n'y avait plus que des champs de bataille avec des gens qui se font la guerre en uniforme. À la marge, il pouvait y avoir des exactions, mais il faut quand même concevoir la distance avec Hiroshima, quoi, je veux dire, ou même avec la Syrie aujourd'hui, où la guerre est partout et nulle part. Hein, et, bon, d'accord ? Bon. D'accord. Alors, il y avait une faille, c'était la guerre civile. Parce que quand vous avez la guerre civile, vous n'avez pas un État contre un État. Vous avez bon, voilà. Alors, et il y avait un système, c'était vraiment c'est la clé de voûte du droit international, c'était la reconnaissance. C'est-à-dire qu'arrivait un moment, dans les opérations, où il pouvait y avoir reconnaissance. En général, elle émanait d'États tiers qui disait, bon, là, entre les deux, nous, on reconnaît que les deux sont des États. Et ça avait un effet pacificateur, parce que ça voulait dire que les deux étaient légitimés. Et par conséquent, ça permettait c'était un effet quasiment chimique de scission d'États. Vous voyez ? Bon, il pouvait y avoir des absorptions, des annexions, enfin, il y avait un système intéressant. Bien. Eh bien, aujourd'hui, comment utiliser la reconnaissance ? Quand on déclenche une fausse... évidemment, sur les postulats des faits, il faut être à peu près d'accord. On déclenche une soi-disant rébellion en Syrie, qui est largement artificielle, surtout quand on parle en septembre 2011 ou octobre 2011. Et on s'empresse, comme l'ont fait nos gouvernants, les vôtres et les miens, de reconnaître à Paris des gouvernements provisoires. Est-ce que vous comprenez qu'on est en train d'utiliser quelque chose qui était là pour protéger la vie des civils, on est en train de l'utiliser pour, au contraire, déclencher le chaos. Parce que reconnaître un gouvernement provisoire, et c'est même pas pour un partage d'une partition du territoire, non. C'est un gouvernement provisoire pour dire que le régime de Bachar el-Assad est complètement illégitime, c'est un régime de brigands, ils ont commis des crimes contre l'humanité, et il faut les faire passer, les exterminer, etc. Et vous voyez comment on détourne la reconnaissance. Et ça, je l'ai mieux compris au Donbass parce que j'ai le contre-exemple. Au Donbass, vous avez une population qui s'est défendue, qui a constitué une armée avec des militaires, des policiers, tout le monde s'est sorti pour se défendre parce qu'il y avait effectivement une offensive. Ils ont un territoire, ils ont circonscrit des zones dans lesquelles il y a la paix, ils ont une police, ils essaient tant bien que mal de refaire... les services publics fonctionnent. Et bien là, alors qu'il faudrait utiliser la reconnaissance, là au contraire, il est hors de question de les reconnaître. Pourquoi ? Pour entretenir l'offensive. Voilà comment la reconnaissance est détournée. Oh, ça va. Ah oui, on va laisser le maximum de temps. Comme ça, on a été... Oui, mais en plus, on a été un peu... comment dire, on a réussi un peu à rattraper notre retard. Non, mais les deux derniers, vous savez, dans les leçons d'agrégation, c'est marrant parce qu'on dit qu'il y a un plan en deux parties et le jury doit nous couper avant qu'on ait fini. Et précisément à l'endroit où on est là. Alors je propose d'arrêter. Il me restait à parler du terrorisme et du crime contre l'humanité. Oui, on va en parler dans les questions. C'est mieux. Voilà, je vous remercie.